je me disais, est-ce qu'on pourrait discuter brièvement qu'est-ce qui t'a amené à coécrire des pièces de théâtre et puis comment tu vois cette relation entre science et théâtre en particulier, parce que finalement, ce qu'on essaye de faire ici à Galma, c'est justement de mettre en lien entre la science, la société, la créativité. Bien sûr, on a un angle aussi psychanalytique et neurobiologique, vu nos deux spécialités, mais globalement, la question est en quoi on peut euh, s'ouvrir, communiquer, s'enrichir à partir de notre activité scientifique. Ça porte une question très importante, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de faire de la science? Faire de la science, pour la plupart des gens, c'est déchiffrer finalement un texte sacré, quoi. Depuis ça, c'est Jean-François qui m'a un tout petit peu ouvert sur ces histoires aussi. C'est ce qui vous montre à quel point c'est important pour moi de travailler avec Jean-François. En ce moment, j'ai travaillé différemment avant, c'est-à-dire que c'est pas essentiel, mais c'est une activité qui pour moi est importante parce que c'est une activité qui me fait progresser scientifiquement. Et je le répète toujours, je ne fais pas de l'art. Je ne suis pas un artiste. Par contre, je revendique dans la science une partie qui tient au sujet, qui tient à l'art. Donc c'est complètement différent. Donc je ne pense pas que faire de la science, c'est déchiffrer un texte sacré. Ce n'est pas le grand livre de la nature écrit en langage mathématique. Je ne le pense pas. Je ne crois pas que faire de la science, c'est de faire de la photographie d'intérieur, comme beaucoup d'imageurs qui font du truc, et de regarder ce qui se passe. Je pense que faire de la science, c'est construire un discours. Ça a à voir avec le langage. D'accord ? Et donc, ça a à voir avec le sujet. C'est-à-dire que je crois qu'il faut affronter cette contradiction. Hein, il y a des sujets de la science, et qu'en même temps, il y a un moment où il y a une objectivisation complète de l'objet scientifique. C'est-à-dire que ce sont deux moments de la science qui sont, pour moi, hein, je pense à voix haute, mais ce sont deux moments qui sont relativement imbriqués, parce que je crois que quand on invente vraiment, je ne dis pas que je l'ai fait, mais j'ai pu avoir l'illusion de l'avoir fait, ce qui est déjà énorme au niveau du plaisir. Donc je pense que quand on invente, quand on est à la pointe de la pointe, il y a un moment où il y a quelque chose qui est de l'ordre du littéraire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on invente. Hein. Et là, le langage est extraordinairement important. Qu'ensuite, il faille consolider de façon extrêmement positiviste, etc., évidemment, qu'on objective la chose, c'est clair. Mais il y a un moment, il y a une prise de risque du sujet qui fait appel à quelque chose qui s'appelle l'imagination. Pour la créativité. Oui, mais ça, c'est très important. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que la logique scientifique classique, c'est l'idée de la découverte. Or là, tu mets en opposition, ou en tout cas en dialectique, découverte et invention. Mais je pense qu'on invente, bien sûr qu'on est obligé d'inventer. On découvre, bien entendu, mais en même temps on invente. C'est-à-dire que ce sont pas il n'y a pas de loi dans la nature. Hein. Les lois sont des lois humaines. Il n'y a pas de loi divine, il n'y a pas de loi naturelle, contrairement à ce que certains pensent. Et les lois naturelles ne sont pas là pour remplacer les lois divines sur le plan de la normativité morale ou tout ce qu'on voudra. Et bien entendu, mais il y a des lois. Ils sont des lois humaines. Et ces lois, elles correspondent à des objets qui sont des objets réels, hein, mais qui ne sont pas des objets dont on va découvrir une structure cachée mathématique écrite de façon transcendantale. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux aussi dire, c'est que le problème qu'ont les biologistes, les physiciens ne l'ont pas. Le problème qu'ont les biologistes, les mathématiciens ne l'ont pas. Parce que les mathématiciens et les physiciens ont une langue naturelle qui est une langue mathématique pour beaucoup d'entre eux. Hein. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans la physique. C'est par exemple, si j'équilibre deux termes d'une équation, je découvre une particule. Il faut le faire quand même. Hein. C'est quelque chose de totalement bluffant pour un biologiste. Mais ils ont un rapport aux mathématiques qui est un rapport extraordinairement, je dirais, comment dire, aidez-moi, c'est la même chose quasiment. Hein. Alors que nous, on n'a pas ce rapport aux mathématiques. Mais attention, la langue naturelle n'est pas n'importe quoi. Hein. Évidemment, si on est M. Jospin, on va dire qu'on va changer la grammaire par décret ministériel. Je pense que la langue, c'est donne-moi le sel, je passerai le poivre. Donc, mais ce n'est pas ça la langue, d'accord? Donc la langue naturelle, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un outil de connaissance. C'est aussi quelque chose qui est structuré, ce n'est pas n'importe quoi. Malheureusement ou heureusement, dans l'utilisation de la langue naturelle, fut-elle mathématique, parce que pour un mathématicien, les mathématiques, c'est une langue naturelle, eh bien, il y a du sujet qui s'installe. Hein. Donc, c'est comme ça que je vois la chose, c'est-à-dire qu'il y a donc un sujet de la science, et en même temps, bien entendu, il y a une objectivité de la science.
Je ne suis pas du tout relativiste ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a une objectivité des lois scientifiques telles que nous les fabriquons, même si des fois il faut en changer. Hein. Et c'est une contradiction qu'un scientifique doit être capable d'aborder, autrement que par le déni de l'un ou de l'autre. D'accord ? Donc, ce qui m'intéresse dans le travail que je fais aujourd'hui avec Jean-François, et de nouveau, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un homme, vous allez voir comment on travaille, je ne fais rien, d'accord ? Je fournis des textes que Jean-François malaxe, et j'ai en lui une confiance totale qui fait que, tant pis, voilà. Hein, mais il ne m'est jamais arrivé d'accident de la route avec Jean-François en 15 ans, et je pense que s'il m'en arrive à maintenant, c'est pas très grave. Donc, je suis prêt à prendre le risque. Mais pour moi, le gain est énorme. Mais il n'est pas du côté d'une soi-disant problématique art-science, je veux dire. Il est du côté de la façon dont ça me force à réfléchir à ce que je fais tous les jours dans mon laboratoire. Oui, voilà, complètement différent. Oui, oui. C'est-à-dire... D'ailleurs, vous le voyez bien. Non, j'ai lu récemment une phrase de Krauss qui disait « L'artiste, c'est celui qui transforme la solution en énigme ». Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant, c'est l'idée qu'on va peut-être dans cette confrontation reporter plus loin l'énigme, parce que de dire qu'on lit le grand livre de la nature en le déchiffrant, hein, finalement, c'est autre chose que, que la question ouvre une question nouvelle. Oui, mais aussi le vivant, en tant qu'il est vivant humain, est quelque chose de... c'est une position très difficile d'être vivant, et d'être vivant humain encore plus difficile, bien entendu, parce que... il n'y a pas de mode d'emploi. Mais il y a trop de modes d'emploi. Voilà. Donc, si on était des vaches, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, une vache est une vache est une vache est une vache. Puis voilà. Et j'en pense pareil des singes d'une certaine façon, et quand des plantes, n'en parlons pas. Donc, c'est le cas de le dire. Mais nous sommes des objets physiques et matériels. Donc, nous répondons de cette façon aux lois de la physique. Je suis athée, hein, donc je sais que nous sommes en même temps des objets vivants qui répondons d'une discipline qui est la biologie, qui ne peut pas être la physique, parce qu'il y a des trucs qui sont spécifiques du vivant, et en même temps, en tant qu'objet vivant, et ça c'est vrai d'autres êtres vivants, et chez nous c'est poussé à l'extrême, nous sommes des êtres sociaux. Donc il y a, pour comprendre l'humain, énormément d'approches théoriques possibles, parce que les théories, ce n'est pas des trucs qui viennent du ciel, elles sont construites par des gens, les théories. Donc, et ça peut changer, les théories. Donc, il y a des théories des vivants, il y a des théories de la matière auxquelles nous devons répondre, hein, élasticité ou pas. Oui, bon. Et puis, il y a aussi des théories, il y a aussi la psychanalyse. Ce n'est pas mon problème de savoir si c'est vrai ou faux. La psychanalyse, c'est le vôtre. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas psychanalyste. À vous de vous débrouiller avec vos théories. Mais il y a aussi des sociologues, il y a aussi des anthropologues, il y a aussi des artistes. Et tout ça sont des gens qui éclairent d'une façon particulière, sous une facette particulière, ce que c'est que l'humain. Oui. Donc, il n'y a pas de raison de subsumer l'un à l'autre. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le point de rencontre entre ces différents champs, c'est la question irréductible de la singularité? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un terrain vague. Je vois plutôt ça comme des autotamponneuses, moi. Un grand terrain vague avec plein d'autotamponneuses et un truc un peu à la voilà, et ça se rencontre ou ça se rencontre pas, et quand ça se rencontre, ça fait des étincelles, et des fois il sort des trucs bien, et des fois c'est sans intérêt. Pour moi, c'est peut-être s'il y avait un mot qui ressortait de toute cette discussion, c'est l'idée d'invention. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une dimension possible pour inventer même son génome, inventer son histoire. Il y a différents systèmes de mémoire qui ont été repérés jusqu'à la culture. Et là, on voit qu'à chaque niveau, il y a de la place pour l'invention. Et cette dimension-là de l'invention, de la création, de la fabrication de soi, de la fabrique du sujet, me semble être pour moi le point vers quoi les interrogations de cet entretien nous permettraient d'aller. Valérie disait « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» Réponse « Je m'invente. » Et qu'au fond, il y a cette possibilité qui est là présente, ce qui est au fond un peu à l'envers de l'idée de déterminisme, de filiation, de contrainte, d'opposer finalement non pas devenir et développement, mais d'imposer déterminisme et invention. Et avec cette, personnellement, ce que je ressens, de nouveau par rapport
à la perception du public, de la société, que ces idées d'invention, de liberté, de créativité sont des idées peut-être fascinantes et attractives, mais aussi déstabilisantes. D'où, je pense, le besoin qu'il y a, en quelque sorte, dans la culture, malheureusement, je dirais, mais peut-être que ça a quand même une fonction, de se raccrocher à des causalités linéaires. Voilà, si A a lieu, B aura lieu, alors que finalement, comme le disait Alain tout à l'heure par rapport à la pierre qui descendait le long de la montagne, il y a plein de croisées, de possibilités, et que tout est beaucoup plus ouvert. Mais c'est peut-être lourd à porter pour certaines disons, dans une culture d'une manière générale, parce que ça rajoute de l'incertain. On est dans une culture qui est préoccupée par le déterminisme, par l'histoire, par les courants de l'histoire. Et là, on a un entretien qui nous amène dans l'imprédictibilité, l'imprévisibilité, les carrefours du temps, les carrefours de l'instant. Et au fond, par rapport à ça, on voit que la question centrale, finalement, c'est celle de la différence, la production de la différence, la production de la diversité. Et dans cette diversité, qui va peut-être dans tous les sens, comme les autotamponneuses que décrivait Alain Prochian à la fin de l'entretien, hein, la question, c'est qu'est-ce qui fait l'identité, finalement? Qu'est-ce qui fait l'identité dans le temps? Ou qu'est-ce qui fait l'identité d'un groupe? Ou qu'est-ce qui fait l'identité d'une culture? Par rapport à cette production de l'incertain, du différent. Ça renverse complètement le problème et la perspective telle qu'elle est posée, en particulier en psychanalyse ou en psychiatrie, où on regarde plutôt les contraintes biologiques, les contraintes génétiques, les contraintes sociales, les contraintes historiques qui aboutissent à ce qu'un sujet aille dans une seule direction. C'est comme si on regardait dans la production du même, alors que là où il faudrait porter notre regard, c'est sur l'invention de la différence.